Plusieurs pays africains célèbrent cette année 2020 leur indépendance, 60 ans d'indépendance. Le Congo, on a fêté le 15 août dernier, le Gabon le 17 août. Alors, la question qu'on se pose, malgré l'indépendance, nous constatons que la situation politique demeure instable. L'exemple est du Mali qui vient encore de connaître un coup d'État, un chef d'État qui a été totalement évincé pour des raisons que nous connaissons tous. Ce soir, dans Sans filtre, nous recevons des jeunes, nouvelle génération, on va le dire, des jeunes par rapport à leur âge, parce que cette émission est consacrée à une nouvelle génération, est consacrée aux jeunes, le regard des jeunes vers la société. Que pensent-ils de la société et comment conçoivent-ils leur société? Eh bien, ce soir, nous allons prendre les avis des uns des autres sur ce plateau pour connaître pourquoi l'Afrique reste-t-elle instable 60 ans après les indépendances de certains pays. Sur ce plateau, Chris Ondongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune du PCT, nouvellement élu président d'une section dans l'arrondissement d'Iri, c'est cela? Exactement. Mais ici, il ne représente pas son parti. Nous l'avons invité comme jeune cadre. Il est là, c'est vrai que c'est un politicien, mais il est jeune cadre. Il est venu donner son point de vue par rapport au sujet que nous avons choisi aujourd'hui. Nous avons deux Ray sur ce plateau. Ray Okana, qui est fiscaliste. Il est aussi inspecteur dans le même domaine. C'est ça, Ray? Bonjour. Ravi d'être ici parmi vous. Nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau parce qu'à un moment, vous étiez absent du pays. Oui, effectivement, le devoir m'appelle, la République se construit, il y a l'État qui forme des cadres et nous en appelle. Et c'est toujours, il y a bien de choses qu'on dit de part et d'autre, mais il y a énormément de choses qui se font et nous sommes des exemples pour la construction de la République, formés par la République et nous sommes là en mission pour servir l'État. Un autre Ray, c'est Ray Foutou, c'est ça? Constitutionnaliste, c'est ça? Bon, élève encore étudiant, doctorant en droit. D'accord. Voilà, le décor étant planté, nous allons comprendre. Chris Ondongo, comment se porte l'Afrique aujourd'hui? Bon, vous savez, 60 ans après, je pense que le bilan est quand même mitigé. Il est vrai qu'il y a certains États africains qui se démarquent pour aller au développement. 60 ans après les indépendances, le continent africain a été émaillé par plusieurs soubresauts, par plusieurs mouvements politiques qui ont complètement déstabilisé le continent, qui ont freiné son développement. Ces faits sont générés par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Vous savez, lorsque, par exemple, pour le cas du Congo, tout de suite après l'accession à l'indépendance, le pays a été bouleversé par des situations politiques extrêmement graves. Donc ça veut dire que l'ex-puissance coloniale voulait toujours garder la main sur le pays ou encore même sur le continent. Et donc ça fait que même malgré qu'il y a eu l'indépendance, il y a toujours eu cette résistance parce que ceux qui ont permis à ce que l'Afrique arrive à son indépendance étaient jaloux de leur victoire, de ce fruit, de leur combat de longue haleine. Donc c'était pas évident pour ces citoyens africains, ces citoyens congolais, de pouvoir tout de suite avoir la maîtrise, la bonne gestion de l'État. Donc ça, ce sont des facteurs exogènes. Mais en interne aussi, il y a des facteurs endogènes, pour me répéter. Donc il y a eu aussi un problème de, comment on appelle, l'instrumentalisation des ethnies, etc. Donc il y a pas mal de situations qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique peine à pouvoir se développer. Alors, je voudrais comprendre, Chris, qu'est-ce qui est à l'origine, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 60 ans après, Ray l'a dit, c'est l'âge de la maturité, 60 ans, on tire les leçons, 60 ans, on devient de plus en plus responsable. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette instabilité? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique soit comme statique dans son développement, tourne comme en rond? Vous savez, c'est une question de prise de conscience individuelle et collective. On ne va pas se voiler la face, nous sommes dans un continent où les intérêts égoïstes priment sur l'intérêt général. Tant que
les Africains, chaque Africain ne pensera qu'à son propre ventre, nous n'arriverons jamais à nous développer. C'est ça justement l'une des causes de cette instabilité politique. Parce que lorsqu'on ne pense qu'à soi, ça génère des frustrations. Il y a le problème par exemple du chômage, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème de la sécurité, de la paix, de la stabilisation de nos États. Et tout ceci, ce sont des facteurs qui freinent. Mon co-débatteur, Ray, il a soulevé un point économique important. Oui, effectivement. Vous savez, si le pays n'est pas stable, on ne peut pas attirer les investissements étrangers. Une fois, j'ai discuté avec un haut responsable de l'État de notre pays. Je lui ai demandé, mais pourquoi nous ne comprenons pas? Et nous devons comprendre. Et pourtant, le Congo, du point de vue sécuritaire, du point de vue nous ne sommes pas un État en guerre, nous sommes plutôt stables. Mais pourquoi, lorsque nous recevons des investisseurs, ils ne viennent pas faire du tourisme dans notre pays? Ces investisseurs-là arrivent, ils visitent le Congo, ils sont conscients des potentialités de notre pays, mais après ils ne reviennent plus. Le problème du développement de l'Afrique ne se pose pas seulement au niveau de l'instabilité politique. Il y a aussi d'autres facteurs, notamment par exemple la facilitation des formalités, par exemple, l'amélioration du climat des affaires. C'est ce que je devais dire très exactement. Donc tout ceci, ce sont des facteurs qui font que l'Afrique peine à se développer. Il y a aussi un élément important, c'est la politique. Si les États africains ne sont pas stables, il n'y aura aucun investissement sérieux. Récemment, au Mali, il y a eu un coup d'État. Vous pensez que dans une année, dans 2 ans, un investisseur sérieux pourrait venir au Mali investir? Non. Ce serait pour lui un risque à prendre, mais un très gros risque à prendre. Donc, il est important que l'Afrique soit stable, que l'Afrique soit en paix et que chaque citoyen africain prenne ses responsabilités et travaille pour le développement du continent. Ray, Chris parle tout à l'heure, il parle du Mali. J'en ai parlé d'entrée de jeu au début de cette émission. Pourquoi des coups d'État répétitifs au niveau de l'Afrique? Le Congo, on a connu plusieurs, il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais on a connu un procès ici au Congo qui est très récent sur des mêmes situations. Qu'est-ce qui explique que le Congo, l'Afrique, pardon, évolue de coup d'État en coup d'État dans certains pays, bien sûr? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je commencerai d'abord à vous répondre en disant ceci. Excusez-moi, il faut d'abord comprendre ce qu'on définit par paix. La paix, c'est d'abord un état mental, c'est un état psychologique. On a comme l'impression, quand on parle de tranquillité, de paix, c'est comme si c'est parce qu'il y a absence de crépitement de balles qu'il y a paix. C'est pas ça. Vous avez le petit citoyen lambda qui peine à vivre, à détenir un revenu d'utilité sociale qui lui permet de consommer au minimum, se soigner décemment et se loger. Celui-là n'est pas en paix. Donc la paix, c'est d'abord une condition, ou sinon un état mental. Donc les questions de paix doivent être abordées au-delà de la simple absence de crépitement de balles. La situation du Mali, c'est une situation assez spécifique, mais qui a des origines. Mais les origines et l'origine de tout ça, c'est quoi? Pourquoi le terrorisme prospère? Au Mali, il y a la question du terrorisme. C'est cette question qui est à l'origine de tout ce que le Mali connaît aujourd'hui jusqu'à la déchéance de son chef d'État par des moyens assez non conventionnels. Mais à la base, c'est l'incapacité de l'État à jouer son rôle. Et donc de l'État à investir dans l'industrie de la vie, c'est-à-dire dans les questions qui préoccupent le quotidien du citoyen. Les questions de la santé, les questions de logement, les questions de nutrition. La première des sécurités, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Comme disait un feu président, comment voulez-vous que la personne qui vous donne à manger ne vous dicte pas la conduite à suivre? Mais les terroristes, ils recrutent chez nous. Ce n'est pas des Français qui viennent faire la guerre sur le continent. Mais pourquoi ils recrutent ces gens? Quelles sont les motivations? Personne ne se préoccupe des causes. Mais c'est parce que vous avez des jeunes qui sont affamés, ils n'ont pas les moyens de subsistance, et vous avez quelqu'un qui leur apporte 20 000 francs pour dire que moi je te donne le droit de survie, parce qu'ils ne vivent pas. Le droit de survie avec 20 000 francs, mais à condition que tu fasses ce combat avec moi. Et en espérant que si nous atteignons tel objectif,
tu seras à tel niveau, tu grimperas. Sinon est-ce qu'on peut dire que la jeunesse, pas la jeunesse, mais les Africains ou le peuple africain est naïf, pardonnez-moi d'être assez violent dans mes propos. Est-ce que c'est parce que au Mali, on prend le cas de Mali, Ibeka, on va dire que les élections ont été trichées, très bien, mais il a été élu quand même par une partie des populations, des Maliens qui l'ont élu. On a l'impression qu'après, il y a une sorte de trahison, qui trahit qui, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est celui qui est élu qui trahit ceux qui l'ont élu, ou c'est la naïveté même des populations? Non, mais le problème il est plus profond, il faut l'analyser de façon... avec beaucoup de recul, parce qu'il s'y est signalé que l'élection d'Ibeka s'est faite dans un contexte, celui de la crise au Mali. Il y avait eu un coup d'État, il y a eu une transition qui devait pacifier le pays, donc des accords politiques, des assises, pour que tout le monde se mette ensemble, que l'intelligence collective travaille et que le Mali se redresse. Mais la priorité, c'était la question sécuritaire. Mais la question sécuritaire, jusqu'à aujourd'hui, peine à être résolue. Et les Maliens se disent que, d'abord, sans tranquillité, on peut pas commercer. Sans tranquillité, les investissements directs étrangers ne peuvent pas arriver. Le Mali est l'un des pays où la diaspora contribue le plus à animer l'économie. Donc ceux qui sont à l'extérieur sont tout le temps là à soutenir ceux qui sont à l'intérieur de manière à ce que ceux-là arrivent à s'en sortir. Il y a un État qui semble être absent, surtout sur le terrain sécuritaire. Donc à ce moment, le peuple se dit, mais nous avons élu un représentant pour principalement, c'est-à-dire apporter des réponses sur les questions sécuritaires. Ce qui n'a pas été le cas. Malheureusement, il y a des pesanteurs dire que bon, Ibeka a échoué. C'est vrai, c'est pas facile, mais quand on a la tête de l'État, il y a des arbitrages, c'est jamais facile. Et je pense pas que celui qui va arriver du jour au lendemain va régler cette affaire. Donc c'est un problème beaucoup plus profond. Ray, est-ce que c'est l'impatience des populations qui pousse à ce qu'on a vécu au Mali, les mobilisations, les marches, les contestations? Est-ce que c'est l'impatience ou c'est le leader, ceux qui sont élus, qui trahissent? Oui, pour parler de l'instabilité au Mali, un peu pour élargir aussi au niveau des autres pays africains, le problème c'est qu'on doit d'abord faire un bon diagnostic. Parce que sans un diagnostic véritable, on ne peut pas espérer une guérison durable. Donc au Mali, nous avons les causes, comme on a dit, M. Ndongo l'a dit, les causes exogènes et endogènes. En ce qui concerne les causes endogènes, on peut mettre en exergue le fait que le pouvoir met en place une sorte de patrimonialisme. Donc cela signifie que ceux qui sont au pouvoir se constituent en une oligarchie et qui se partagent les ressources naturelles du pays. C'est effectivement les problèmes de la corruption, le clientélisme qui minent la société malienne et qui a débouché par un coup d'État. Maintenant, faudra-t-il parler de la naïveté de la population ou de l'impatience? Je ne pense pas, parce que lorsqu'on voit une population qui est privée de l'essentiel, on ne peut pas dire que cette population est naïve. Lorsqu'on voit une population qui ne peut pas fréquenter dans les bonnes conditions, on ne peut pas dire qu'elle est naïve. Mais le problème, c'est plutôt la conscience des dirigeants. Ibeka, on l'a rappelé, il est arrivé au pouvoir, il y avait un coup d'État. Mais lorsqu'il reproduit le même système que ceux qui ont été chassés avant lui, il y a un problème. Donc en Afrique, le problème n'est pas seulement l'inconscience de la population, mais c'est aussi la prise de conscience des dirigeants. Mais on peut aussi dire les dirigeants sortent de la population. Mais le problème, à la base, c'est d'abord l'éducation. Lorsque l'éducation n'est pas seulement l'éducation au niveau des études, non, au niveau de la maison également. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'instabilité, pas seulement au Mali, au niveau des autres pays africains, mais il y a aussi une certaine manipulation du facteur ethnique, mais qui fait en sorte que au niveau de la société, un jeune puisse être tribal. C'est d'abord l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Lorsque les parents ne l'éduquent pas normalement, lorsque les parents sont démissionnaires au niveau de l'éducation, on forme les citoyens rebelles, on forme des citoyens qui n'obéissent pas à la loi, malheureusement. Chris Ndongo, peut-on dire que le peuple est mieux éclairé que les dirigeants qui les conduisent ou encore qui les gouvernent,
ou c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est l'égoïsme en fait qui fait en sorte que ces dirigeants, à un moment, trahissent la confiance du peuple? Vous savez, le pouvoir appartient au peuple. Et il appartient aussi au peuple en retour de le confier à qui il veut. Je ne crois pas que le peuple soit moins éclairé dans ce contexte-là. Vous savez, le coup d'État, par exemple, au Mali, c'est une affaire d'opportunistes. La population a décrié pas mal de mots, comme a su le souligner Raïm Foutou. Il a parlé de la corruption, de la gestion clanique, de la gestion familiale, etc. Et la population a décrié tous ces fléaux-là. Et il y a eu, par exemple, vous savez, il y a aussi quelque chose de très important. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, les leaders religieux, les leaders traditionnels, ils ont une grande place dans la société. Les marabouts, les imams, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez nous. Vous savez, ce sont des pays musulmans, et là-bas, les leaders religieux, ils ont une très, très grande place dans la société. Donc, ce sont des grands leaders d'opinion, et lorsqu'ils donnent une position, ça peut influencer la population. Mais c'est parti d'un constat, c'est parti des mots qu'on a décriés. Et les militaires ont juste choisi le bon moment pour pouvoir passer à l'action. Maintenant, il faut se poser des questions. Ils ont bénéficié certainement des soutiens financiers, des soutiens militaires aussi, certainement. Et donc, je ne pense pas qu'on ne se réveille pas un matin comme ça pour dégager un chef d'État. Certainement, il y a eu déjà des trahisons au niveau interne, dans le propre camp du président Ibrahim Boubacar Keïta, mais je pense que la meilleure façon de pouvoir résoudre les problèmes, c'est pas par les coups d'État. Le Mali a déjà l'expérience de plusieurs coups d'État. Et on sait ce que ça a donné. Donc, les coups d'État au Mali, ça n'a jamais réglé le problème. Comment régler le problème? Il faut régler le problème par les urnes. Le Mali est un État démocratique qui a décidé de choisir et d'élire ses dirigeants à travers des élections libres et démocratiques. Je pense que ce n'est que comme cela. Mais il appartient aussi aux dirigeants de pouvoir prendre conscience de tout cela. Lorsque la population décrit des phénomènes, des fléaux, il faudrait régler ces problèmes-là. Mais comment les régler? C'est à travers le dialogue. Mais est-ce que vous croyez que la population fait vraiment confiance à ces élections? Quand on sait au Mali, on a vu comment on a décrié la fraude pendant les dernières élections. Au Congo aussi, on a vu comment l'opposition est sortie à un moment des sorties médiatiques pour décrire qu'il y a eu fraude, il y a eu tricherie. Partout, même en RDC récemment, on a décrié la tricherie dans les élections. Est-ce que vous pensez que le peuple africain a vraiment sa place dans les élections? Oui, le peuple africain a toute sa place dans les élections. Il est vrai que nous sommes encore des jeunes démocraties. Il y a certains balbutiements, il y a tous ces facteurs-là, mais il ne m'appartient pas à moi de donner une appréciation parce que je n'étais pas au Mali, je n'ai pas participé à l'organisation de ces élections-là. Donc j'ai constaté que le peuple malien a décidé de confier de confier le pouvoir à M. Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je constate. Je ne rentre pas dans les méandres. Est-ce que ça a été bien organisé? Est-ce que non? Je pense que le peuple a ce pouvoir-là, mais ce n'est pas le peuple malien qui a en réalité renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je ne pense pas que les Maliens auraient souhaité que les choses se passent comme cela. Certains, dans les mois, ils peuvent être contents parce que bon, ils en avaient peut-être marre. Mais je ne pense pas, avec l'expérience qui est la leur en matière de coup d'État, qu'ils puissent être contents de cela. Parce que les coups d'État n'ont jamais rien apporté au Mali. Ray, est-ce que le peuple a vraiment un mot à dire dans les élections? Est-ce que le peuple a sa place? Chris le dit tout à l'heure, qui ne croit pas que c'est le peuple qui est chassé Ibrahim Boubacar Keïta, malgré les mobilisations qu'on a vues à la télé, qu'on a vues sur les médias. Les Maliens sont sortis très nombreux dans la rue, décriés. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple a un mot à dire en Afrique? Bon, on va parler vrai. L'Afrique n'évolue pas parce qu'il y a trop de discours hypocrites. Les déclarations cosmétiques, comme des trucs. Il faut arrêter ça. Le peuple en Afrique a peu de pouvoir. L'Afrique souffre aujourd'hui parce que le pouvoir n'appartient qu'aux élites et ne sert que les élites. Donc si on veut avancer, il faut qu'on arrête des discours comme des évangiles. Non, le peuple a quel pouvoir? Quels sont les moyens de décision du peuple?
Les élections, ils font le choix. Mais les élections, lesquelles compilent, lesquelles les organisent? C'est toujours l'élite qui contrôle. Aujourd'hui, en Afrique, si on veut avancer, il faut créer les conditions d'une vraie démocratie, que les peuples exactement s'expriment. Et que ça soit le choix du peuple qui se ressente au plus haut niveau des institutions. Je n'accuse personne, mais je dis simplement une chose, qu'il faut arrêter ces discours d'hypocrisie. Il ne faut pas qu'on se transforme en hologramme, parce qu'on décrit dans les coulisses que non, ça c'est pas bien, et quand on vient sur les postes et télévisions, on fait comme si c'était angélique. Il n'y a rien d'angélique. Et moi je m'inscris en faux, et je suis ici. Je pense que le Congo est un pays où l'expression est libre. Moi, personnellement, vous connaissez mes positions. Je n'ai jamais été arrêté pour quoi que ce soit. Donc, s'il faut discuter, pour moi, les crises, ce sont des opportunités. Ce ne sont pas des fatalités. C'est en période de crise que naissent la bataille des idées, où les intelligences se frottent. Et nous dégageons des vraies pistes de solutions. Donc, aujourd'hui, partant de la situation du Mali, comme on l'a dit, c'est une situation déplorable qu'on arrive jusqu'à un coup d'État. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'en dehors de ça, il y avait une alternative? Certainement oui, certainement non. Mais ce que je constate, au regard de ce qui se lit sur les médias, c'est que la CEDEAO qui prend position sur la question malienne va à l'encontre du peuple, ne rencontre pas les aspirations du peuple. Donc on a comme l'impression qu'il y a une mutuelle qui se crée, au niveau des institutions sous-régionales ou bien supranationales, comme on peut, et qui défend uniquement les chefs d'État. Comment comprenez-vous qu'un peuple comme le Malien, qui est sorti de là, et il y a eu même des morts, la CEDEAO, par le biais de son représentant, actuellement c'est le président Ouattara, n'a eu aucune déclaration forte ni aucune sanction à l'égard de ceux qui ont froidement et lâchement fait couler le sang du peuple. Aucune personne, aucun chef d'État de la CEDEAO. Mais quand il y a maintenant une déchéance de pouvoir, c'est tout le monde qui vient comme ça sortait, on dirait qu'ils étaient sous la douche et ils sortent subitement au salon pour dire qu'on va décider. C'est de l'hypocrisie. Ça, nous ne voulons plus ça. Ce n'est pas sérieux. Et le président Ibeka a parlé lui-même. Il a dit ouvertement à ses pairs de la CEDEAO qui ne veut plus du pouvoir. En bon malien, le Mali dans son histoire est reconnu comme un peuple qui s'est dialogué. Il a dit, et ce qu'il faut saluer aussi, c'est que ce putsch qu'on appelle putsch, parce c'est un putsch, il s'est fait de la manière la plus douce. Oh, un putsch doux quand même, on va dire un putsch de doux, la manière la plus douce par rapport à ce que l'on sait. Aucun mort, aucun blessé. Et le président, vous avez suivi la déclaration du président Ibeka, il a parlé avec son cœur. Ce n'est pas une feuille qu'on lui a donnée, où il était, comme d'habitude, on voit la télé, on te donne une feuille. Non, il a parlé avec son cœur. Et sous pression, hein. Non seulement, ce qui ressort de ce coup d'État, c'est qu'arrivés à la présidence, ceux qui les mutins, donc ceux qui ont fait le coup d'État, ont une discussion, un échange avec Ibeka, et que c'est Ibeka même qui a demandé à sa garde de ne pas résister, et a accepté d'aller avec ces derniers pour discuter. C'est pourquoi tout s'est passé de façon tranquille. Et aujourd'hui, il demande à ses pairs de lever les sanctions. Mais les sanctions, est-ce que ça frappe Ibeka? Ça frappe le peuple malien. Nos présidents, nous savons, avec leur réseau, ils sont vachement riches, ils ont des réseaux. Pour manger ou bien pour vivre avec leur train de vie, ce n'est pas les sanctions de la CEDEAO. En réalité, si on comprend bien, la CEDEAO frappe le peuple. Effectivement. Ça dit que la CEDEAO, pour moi, à l'analyse des faits, les décisions de la CEDEAO asphyxient encore de plus belle le peuple malien. Un peuple qui devait être libre et qui ne réclame que la liberté. Que la liberté. Et Ibeka lui-même, le président malien, a dit, il demande à ce que la CEDEAO lève ces sanctions. Parce qu'en réalité, lui, moi je salue le courage du président Ibeka. On peut lui reprocher tout, mais c'est un homme courageux. Parce qu'à ce stade, accepter, lui, faire profil bas, malgré tout ce qu'on dit, et dire que je ne veux pas repartir au palais, parce que ce qui importe, c'était servir le peuple. Et comme le peuple veut se choisir une destinée, laissez-les choisir, je ne veux pas. Ça, c'est une grandeur. Et je pense que cet homme sera replacé dans l'histoire, et pas les moindres.
mais dans l'histoire du Mali comme un homme. Parce que vous savez qu'il y a des faits qui paraissent anodins et qui paraissent banals à l'instant T. Mais je pense que dans l'histoire du Mali, cet homme sortira grandi. On ne peut pas s'accrocher au pouvoir comme si c'était un arbre ou... Non, c'est le peuple qui nous... Mais je vais vous faire une petite confidence. En ma qualité de fiscaliste, par exemple, j'ai sillonné certains États. Mais quand vous voyez même la structure fiscale des États, c'est le pauvre qui est prélevé au profit du plus riche. C'est une pyramide inversée. Est-ce qu'on peut dire qu'on travaille pour le peuple dans des conditions là? C'est de la fourberie. Donc on ne peut pas venir sur des plateaux télé comme ça, dire que nous, le peuple, oui, le peuple n'a rien. Les élites aujourd'hui, c'est les élites qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est-à-dire que devient comme un enfant. Aujourd'hui, on a des États biberons qui sont obligés de vivre parce qu'il y a la main tendue de l'extérieur. Mais on peut faire mieux. Ceux qui réussissent, ce n'est pas la magie. Qu'est-ce que le président Kagame a fait de magique? Il n'a pas prié. Et d'abord, au 1, il faut qu'on arrête de se plaindre, de dire toujours que le mal vient de l'extérieur. Le mal est en nous et vit en nous. Il faut commencer à en sortir. Donc, c'est ça le problème. Ray, le peuple faible, mais pourquoi il est? Il est faible aussi selon vous, le peuple est faible? Il n'a pas de pouvoir, malgré que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui, mais la démocratie ne devait pas seulement se voir comme étant un régime où les élections sont organisées de façon régulière. Mais la démocratie, c'est aussi et avant tout la reconnaissance des droits et l'effectivité de cette reconnaissance. Et donc dire que le peuple au niveau de le peuple africain est fort ou a des droits, oui, textuellement oui, il est fort textuellement. Mais dans la réalité, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'un président décide de rester au pouvoir, nous savons comment cela se fait, alors qu'il a exercé ses mandats, je ne sais pas, 2 mandats, mais il va toujours chercher à modifier la Constitution pour se présenter. Est-ce que dans ce sens-là, on peut dire que le peuple est fort? Non, du tout. Lorsque le peuple, parce que le peuple aussi, les élus sont une partie du peuple. Les élus sont une partie du peuple. Lorsque on traduit quelqu'un devant la justice du seul fait qu'il est opposant, est-ce qu'on peut dire que le peuple est fort? Je ne pense pas. Lorsque on chasse les opposants, on a vu au niveau même au niveau du Mali, le principal opposant est aujourd'hui entre les mains des djihadistes. Et le pouvoir en place ne fait aucun effort pour le libérer. On voit au niveau de la Côte d'Ivoire, où les principaux adversaires du président Ouattara se trouvent en exil. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Rien du tout. Mais qu'est-ce qui justifie cette faiblesse encore? Voilà, cette faiblesse du peuple, qu'est-ce qui justifie que le peuple aujourd'hui, malgré que la démocratie est définie comme le pouvoir qui revient au peuple et qui est pour le peuple, qu'est-ce qui fait que le peuple soit faible aujourd'hui? Mais en fait, c'est le rapport de force entre le peuple et les dirigeants. Aujourd'hui, en Afrique, le professeur Godofin Moyen a écrit un bel article là-dessus, sur l'exécutif en Afrique. Le pouvoir exécutif, et donc le président de la République, est considéré comme la clé de voûte des institutions. Et donc, ce que le président décide de faire, c'est le peuple ne fait qu'entériner. D'accord? Donc le peuple devient comme une assemblée qui ne fait qu'enregistrer les volontés du chef d'État. Malheureusement, ça devait être l'inverse. Lorsque vous parlez des élections, par exemple, on sait les conditions dans lesquelles les élections sont organisées en Afrique. Le professeur Lissouba, paix à son âme, disait qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Et donc, lorsqu'un chef d'État dit cela, cela suppose que, quel que soit le choix du peuple, il va se maintenir au pouvoir. On a vu en RDC, la dernière élection, une grande partie du peuple a crié au détournement du suffrage. Mais est-ce que dans ce sens-là, le pouvoir du peuple est réel? Moi, on pourrait peut-être dire que le pouvoir du peuple est fictif. Il n'est pas réel parce que, dans les faits, le peuple ne décide pas, le peuple subit. Chris, vous avez un avis contraire puisque vous avez dit tout à l'heure que le peuple a le pouvoir, le peuple a sa place dans la gestion, dans la prise de décision. Les deux RI ont donné un avis contraire. Alors,
Je voudrais savoir si le peuple, lui, il a sa place, si le peuple a ce pouvoir. Mais pourquoi des manifestations à répétition? Au Mali, par exemple, vous n'y étiez pas, c'est vrai, mais on a vu quand même, on a vu des gens sortir, on a vu des gens marcher. Mais le peuple, c'est qui? On a envie de savoir si ce n'est pas les mêmes personnes qui sont dans la rue pour décrier. Vous savez, il est très difficile de pouvoir, par rapport à une marche, quantifier le peuple. Ce serait très très difficile. Mais je voudrais quand même rebondir par rapport à ce que les deux intervenants viennent de dire. Tout à l'heure, j'ai parlé de balbutiement de la démocratie en Afrique, qui est une réalité. Mais je voudrais aussi dire qu'on ne peut pas dire d'emblée que le peuple africain n'a aucun pouvoir, que les peuples d'Afrique n'ont aucun pouvoir. C'est vous qui avez la police des débats, je ne sais pas. Non, est-ce que M. Rey vote? Vous votez? Est-ce que vous accomplissez votre... C'est un droit civique. C'est un droit et un devoir civique. Ça veut dire que vous êtes conscient de la plénitude de votre place dans la société et du pouvoir que vous incarnez en tant que peuple par rapport à votre suffrage. Donc je crois que les peuples africains, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le pouvoir. Mais le pouvoir, excusez-moi, le pouvoir, c'est pas le fait d'être dans un texte détenteur de droit. C'est comme dire, il faut l'effectivité. Moi, je peux prendre mon petit bout de papier, je mets dans l'urne, mais celui qui comptabilise ne le comptabilise pas. Le pouvoir, là où le peuple n'a pas le pouvoir, c'est le pouvoir de contraindre que sa volonté soit réellement... Non, Monsieur Rey-Okana, il faut relativiser. On ne va pas non plus dire aussi qu'aucun peuple d'Afrique n'a élu un chef d'État. Non, mais pourquoi quand il s'agit des chefs d'État, vous balbutiez? Parce que, non, écoutez, je ne balbutie pas. Il ne faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, vous faites la politique. La politique, quand on fait la politique, c'est pour écouter les gens. Les dirigeants sont là pour servir le peuple. Il faut arrêter des discours, c'est comme si vous protégez des gens. Non, si vous êtes là, il faut dire que les dirigeants, ils gèrent mal. Ils gèrent mal. Le quotidien du peuple est le miroir du dirigeant. C'est-à-dire, le peuple ne vit que le reflet de ses dirigeants. Et si nous avons des bons dirigeants, nous avons un peuple qui est stable, qui arrive à se mouvoir, à vivre décemment, se loger, se soigner. Si on n'a pas ces conditions réunies, il y a pompe aspirante de l'immigration. Vous voyez comment ces jeunes sont obligés de mourir sur les côtes au bord de la Sicile et tout, parce que ceux-là, ils fouillent la misère. Mais la misère, quand vous voyez aujourd'hui, nous avons des chefs d'État, des pays pauvres, plus riches que les chefs d'État des pays riches. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe, vous qui êtes politique? Comment vous expliquez ça? Vous savez, M. Rey-Okana... Non, je vous pose une question simple. Vous savez, M. Rey-Okana, lorsque vous posez ce problème-là, vous savez, on fait de la politique pour résoudre les problèmes des citoyens. Et chaque jour, il y a des défis à relever. Je ne dis pas que tout est rose dans notre pays, loin s'en faut. Loin s'en faut. Il y a beaucoup de défis à relever et on ne va pas non plus dire que le gouvernement n'a jamais réglé un problème. Non, mais citez le sang. Non, citez qu'est-ce qui ne va pas. Dites-nous exactement ce qui ne va pas. S'il vous plaît, la politique c'est pour résoudre les problèmes et notre gouvernement, on ne voulait pas parler des particularités, etc. Mais notre gouvernement... Mais pourquoi quand il s'agit des dirigeants, on peut laisser voler, oui, allez-y. Non, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour résoudre les problèmes. Effectivement. D'accord? Donc, que ce soit dans les grandes nations développées, les problèmes se posent toujours. Nous avons eu des problèmes. Exactement. Nous avons tous vu les gilets jaunes en France. Et pourtant, la France est un pays développé. Mais on a l'impression qu'en Afrique, les mêmes problèmes sont posés tous les jours et depuis toujours. Ailleurs, on n'a plus les problèmes d'eau, par exemple, ça a été résolu, les problèmes d'électricité. Mais en Afrique, 60 ans après, ou encore plusieurs années après, on est resté avec les mêmes problèmes, avec les mêmes préoccupations. L'excuse aujourd'hui, c'est, vous l'avez dit tous aujourd'hui, que nous sommes encore des pays en état, en voie de démocratisation. Mais est-ce que c'est une excuse quand on sait que l'Afrique, on va dire, est bien née parce que aujourd'hui, on a tout avec la nouvelle technologie, avec le monde qui se développe. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. Mais qu'est-ce qui bloque en réalité? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que les politiques ne sont pas respectées? Vous savez, je vis à Brazzaville. Je suis confronté aux mêmes problèmes que tous les Congolais, aux problèmes de transport, aux problèmes d'eau, aux problèmes d'électricité.
ça ne me réjouit pas du tout que ces problèmes-là se posent toujours. Nous ne devons pas faire un éternel recommencement. Et moi, j'ai toujours interpellé le chef de l'État. J'ai toujours interpellé nos gouvernants. Sur quoi exactement? Par rapport à s'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Non, à chaque moment, oui, mais le débat, ce n'est pas apostropher la parole. Non, j'apostrophe pas. Je veux comprendre pour être éclairé. Mais c'est pour te dire là où vous situez la responsabilité du chef de l'État et celui du peuple. Parce que vous parlez du peuple, c'est clair. Maintenant, où se situe la responsabilité exactement du chef d'État et du gouvernement dans l'échec? La responsabilité, non, écoutez, la responsabilité du chef de l'État, c'est de pouvoir d'abord écouter les doléances du peuple et de pouvoir résoudre les problèmes du peuple au quotidien. C'est ça la mission du président. Non, ça c'est son devoir. Ça c'est son devoir. Oui. Il a le devoir d'écouter les peuples et les doléances du peuple. Oui. Maintenant, il a le devoir de porter des réponses. Oui. Maintenant, là, on parle des échecs. Oui. Actuellement, on parle d'échecs. La misère, la précarité. L'Afrique est le continent où l'extrême pauvreté progresse. Maintenant, où, moi je veux comprendre, vous qui êtes du parti au pouvoir, où situez-vous vos responsabilités, le gouvernement et le chef de l'État? Parce qu'il faut être clair. Nous sommes ici, on parle du peuple. Mais il ne faut pas seulement parler du peuple. Il faut le laisser évoluer, allez-y. Oui, allez-y. Parlez tranquillement. Parlez tranquillement, il n'y a pas de problème à cela. Vous savez que les problèmes de la population, nous les vivons tous, d'accord, dans notre pays, et je crois que le gouvernement, tant soit peu, essaie de les résoudre. On ne va pas non plus dire que le gouvernement ne résout rien. C'est vrai que nous avons insuffisances. Vous parlez des bienfaits du gouvernement. Bon, on va... Excusez-moi, cher frère. Vous voulez réagir? Oui, pour revenir un peu sur le pouvoir du peuple en Afrique, je pense que le peuple africain n'a pas peut-être conscience aussi de son pouvoir. Parce que vous allez remarquer que les manifestations, c'est toujours pour demander le départ d'un président, c'est pour dire non à une constitution, mais jamais on a vu, que ce soit au Congo, que ce soit en RDC, en Afrique de l'Ouest, où le peuple est descendu dans la rue pour dire, par exemple, que l'eau ne coule pas, la route est dégradée, rien du tout. Donc le pouvoir du peuple est facile, en Afrique, le peuple est facilement manipulable. Alors que lorsque on a évoqué la question des gilets jaunes, ce sont les questions qui touchent le français lambda. Mais Ray, moi j'ai envie de savoir, est-ce que l'Afrique n'a pas tout pour se développer? Si, l'Afrique a tout pour se développer. L'Afrique a un sol très fertile. L'Afrique a des forêts, l'Afrique a l'eau, alors que chez les autres, pour avoir de l'eau, il faut marcher pendant des heures. Chez nous, même dans les quartiers, vous avez les ruisseaux partout. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord la conscience du peuple, parce que c'est vrai de rejeter la faute aux dirigeants, mais les dirigeants sortent d'où? Les dirigeants ne sont pas les martiens. Les dirigeants ne tombent pas du ciel. Les dirigeants sont... Contrairement à ce que Ray Okana a dit, les dirigeants sont en réalité le reflet du peuple. Lorsque le peuple est inactif, c'est difficile d'avoir les dirigeants qui sont actifs. Lorsque... Allez-y. Oui, parce que mais quand on dit que le peuple est inactif, cela ne veut pas dire qu'on doit dédouaner le pouvoir. Non, du tout. Le peuple africain a un réel problème de conscience. Il faut que les Africains se disent que ce n'est pas toujours le politique qui doit tout faire, mais les réformes doivent venir aussi du peuple. Ray Okana, mais le peuple a une part de responsabilité? Non, mais le problème c'est que moi je suis toujours sidéré quand on se retrouve sur un plateau, il y a des sophistes, c'est-à-dire qu'en philosophie on appelle ça les sophistes. Ceux qui savent avoir le beau discours. Mais en réalité, il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du déficit du niveau d'éducation, c'est-à-dire qu'on a un problème de la qualité du système éducatif au Congo. Ça, tout le monde sur ce plateau, vous êtes d'accord avec moi? Oui, Est-ce que c'est le peuple? Est-ce que ça peut être la faute? Non, mais est-ce que le peuple est sorti dans la rue pour manifester? Laissez-moi avancer. Oui. Le problème, ce n'est pas manifester, mais avant que le peuple manifeste, il faut au moins travailler pour l'offrir ce qu'elle veut, ce qu'il veut. Excusez-moi le lapsus. Parce que aujourd'hui, on se plaint des situations de nos hôpitaux. C'est la faute du peuple. Qui construit la politique sanitaire? Qui élabore? Qui la évalue? Qui d'abord conçoit? Qui l'élabore? Qui l'implémente? Qui l'évalue?
C'est le peuple? Non, non, mais répondez-moi. Sur ce point, je suis bien d'accord avec toi. Mais voilà. Non, j'ai volé, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pris un exemple. Non, je vous ai laissé parler. On va prendre Chris, oui, on va prendre Chris puisqu'on est arrivé à la fin. Je voudrais quand même dire quelque chose. Mon frère Mfoutou a dit tout à l'heure que est-ce que le peuple descend dans la rue pour pouvoir réclamer l'eau, l'électricité? Non, vous savez, l'État a mis un mécanisme. Et c'est quoi le mécanisme? Mais nous avons des représentants du peuple qui doivent jouer pleinement leur rôle, qui doivent contrôler l'action du gouvernement. Mais c'est ça aussi un État. On ne peut pas toujours dire oui, le gouvernement, mais le gouvernement doit avoir... Monsieur Ondongo, pensez-vous qu'en France, il n'y a pas un parlement alors qu'il y a eu les gilets jaunes dans la rue? Je ne dis pas. Non. Parce qu'en France, il y a également un parlement. Parce que dans votre logique, ça doit être systématique. Non, pas systématique. À chaque fois qu'il y a un problème, il faut descendre dans la rue. Non, mais il faut descendre dans la rue. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que descendre dans la rue, c'est une solution? Non, mais moi, je trouve que le peuple doit descendre dans la rue pour des questions qui l'intéressent directement et non pas seulement attendre qu'un président puisse manifester son intention. Est-ce que c'est une solution? Pourquoi descendre dans la rue? Mais pour se faire entendre. Déjà, nous savons que le Parlement au Congo est à plus de 80% PCT. Et donc, ce qui devait faire du bruit, entre guillemets, au niveau du Parlement, c'est l'opposition. Mais l'opposition étant minorité, ne parle pas. À qui la faute? Non, mais effectivement, j'y arrive. Mais donc, c'est pas les gars du PCT qui vont condamner ce que le gouvernement fait. Malheureusement, non. C'est pas ça. Ah non. L'opposition ne fait pas. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Moi, je suis les débats. Ouais. Je suis les débats. Mais qu'est-ce qu'ils disent de concret? Oh là là, mais je suis les débats, il y a des députés. Tous nous il y a des députés qui les interpellent en commission. Plusieurs fois. Et c'est même les députés du PCT qui jouent même à l'opposition. À un moment, on a l'impression que du PCT et même de la majorité. Il n'y a pas que le PCT. On a l'impression que... Il y a aussi d'autres partis politiques de la majorité présidentielle qui critiquent des ministres. On suit en direct. Mais il ne s'agit pas seulement de critiquer. Il ne s'agit pas seulement de critiquer. Aujourd'hui, notre Parlement est une chambre d'enregistrement du gouvernement. La majorité des lois au Congo sont des projets de loi. Rares sont les propositions. Mais qui devait faire les propositions? Ce sont les parlementaires. Mais les parlementaires au Congo, la plupart des députés congolais ne savent pas leur rôle. Le député, ils passent leur temps à distribuer les masques, ils passent leur temps à créer les associations ou bien, je sais pas, à arranger les routes. Ça, c'est pas le travail d'un député. Voilà, nous sommes arrivés Ray Yokana en boucle, prenez, et puis on va faire le tour de table, on est arrivé à la fin de l'émission. D'accord, je vais me référer à l'époque, moi-même pour avoir travaillé dans un cabinet ministériel, j'ai assisté à des échanges, débats au Parlement. Je me rappelle d'un diagnostic du Premier ministre, Mwamba, qui disait simplement ceci. Il disait, nous dépensons de l'argent ici au Parlement pour créer des lois qui nous coûtent cher, mais qui, sur le terrain, ne sont pas appliquées, faute de textes d'application. 60%, c'est lui qui donne le chiffre. 60% des lois votées pour être appliquées, donc pour oxygéner le quotidien de ce que nous représentons comme citoyens, sont désuets parce que simplement il manque de textes d'application. Est-ce qu'un État sérieux, qui prend les textes d'application? On a un membre du PCT ici, les textes d'application qui prend pour que la loi soit applicable. Il faut un décret d'application. Mais ce sont des décrets. Donc l'exécutif, l'exécutif, bien entendu. Donc il dit clairement que le gouvernement, en réalité, fait voter des lois et maintenant pour la mise en œuvre, les met dans le tiroir. Parce que ce n'est pas le peuple qui fait des décrets. Donc vous voyez bien que si on établit responsabilité, nous qui parlons ici, ce n'est pas que nous sommes contre le pouvoir. C'est ça le problème du Congo. Le Congo souffre de ça. On pense que quand on décrit les insuffisances, on est contre le chef de l'État. Mais arrêtez la personnification du pouvoir. Comme disait un certain acteur politique, l'État n'a pas de cœur, mais il emprunte le cœur de celui qui le dirige. Donc l'État a une représentation et le président Sassou, c'est le président de tout le monde. De ceux qui critiquent comme de ceux qui le soutiennent. Mais ceux qui critiquent, ce n'est pas forcément ceux qui ne le soutiennent pas. Moi, par exemple, je trouve que, pour moi, la carrure de cet homme, la conjoncture et le charisme de cet homme jouent un rôle d'amortisseur et de pesanteur.
Vu le climat que nous vivons tous en société, je suis sûr que ce monsieur, aujourd'hui, ce n'est pas un souhait. Mais s'il se retire brusquement, ça serait l'hécatombe. Voilà. Parce que les conditions doivent être réunies d'abord. Mais nous ne sommes pas ici, il n'y a pas d'opposants ici, mais nous sommes pour la juste opposition. Que chacun travaille et qu'on évite l'hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'on est du parti ou je ne sais quoi, on dit tout est bleu. Non, ou bien tout est rose. Ça ne passe pas. Voilà, Chris Ondongo, tout est bleu, on peut dire ça? Non, je ne dirais pas cela, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et nous devons soutenir le gouvernement dans ce sens et l'encourager dans ce sens. Voilà. Oui, c'est tout. Étant donné que le thème principal était l'instabilité en Afrique, je pense que pour éradiquer totalement cette instabilité, il faut que la démocratie puisse être consolidée. La consolidation de la démocratie passe par quoi? La sincérité du scrutin et les droits, la garantie et l'effectivité des droits et libertés fondamentaux. Surtout la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Voilà, son filtre de ce jour touche à sa fin. Je vous rappelle que sur ce plateau, nous sommes 4 au total, comme vous l'avez constaté. Chris Ondongo, c'est un jeune cadre du Parti congolais du travail. Je le disais au début de l'émission, il est élu président d'une section de son parti au sein de l'arrondissement 9 Djiri de Brazzaville. Rei Foutou, il est doctorant en droit, c'est ça. Et puis il y a Rei Okana, fiscaliste. Il a plusieurs casquettes dont il n'a pas voulu dévoiler sur ce plateau, mais nous aurons le temps de l'inviter à nouveau. Et tous ceux qui sont ici, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur Tcheleka TV pour ne rien manquer. Merci.